Togo, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Centrafrique, Niger. L'Afrique a mal à ses urnes, ainsi qu'on a pu le constater. La quasi-totalité des résultats des élections présidentielles qui se sont succédées sur le continent en 2020 ont été contestés avec plus ou moins de violence ici et là. Comment sortir de ce cercle vicieux alors que s'annonce dans cette Afrique en pleine crise une multitude de scrutins déjà problématiques? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info qui vous propose un petit tour d'horizon électoral et démocratique du continent à travers les regards croisés et périscopiques de Abdul Karim Saïdou, politologue. Il est enseignant à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Regard périscopique également de Joachim Vokouma, journaliste et directeur de publication de Casseto.net. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Bienvenue sur le 126e numéro de votre émission Périscope. 30 ans, oui, 30 ans déjà et même plus, que l'Afrique a inauguré ce qu'on avait alors qualifié de renouveau démocratique. C'était notamment au sortir de la conférence nationale qui a mis en haleine du 19 au 28 février 1990 les forces vives du Bénin. Une trouvaille gagnante qui a réconcilié les Béninois avec eux-mêmes. Une formule qui a essaimé sur le continent. Aujourd'hui, on a comme le sentiment d'un essoufflement, d'une désillusion. Alors, question. Et globalement, quelles appréciations faites-vous, Abdul Karim Saïdou, des processus démocratiques en cours en Afrique? Bien, je pense qu'on a je dirais, on peut faire une observation générale qui peut montrer en fait une situation, je dirais, contrastée. Il y a un contraste parce que si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on voit qu'il y a des pays comme le Ghana, par exemple, qui continuent de banaliser, je dirais, le processus démocratique, où il y a des alternances démocratiques qui se banalisent. Et on constate dans certains pays comme le Sénégal, comme le Bénin, qui étaient cités en exemple depuis des années, en tout cas comme des modèles de démocratie, au moins d'alternance démocratique. On voit un certain nombre de reculs démocratiques, recul de la démocratie, même si ces pays continuent d'être des pays relativement stables, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Et donc c'est une tendance, je dirais, assez alarmante pour ceux qui se sont battus depuis des années pour la démocratie, de constater qu'il y a un certain nombre d'acquis qui sont aujourd'hui menacés dans ces pays-là qui étaient cités en exemple. Vous avez cité le Ghana tout à l'heure, mais les deux dernières élections ont quand même été émaillées de problèmes et de violences. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter du modèle ghanéen les années à venir? Je pense que, comme on le dit, la démocratie, c'est une construction permanente, une construction de longue haleine. Parce que le cas américain également, avec la tentative insurrectionnelle qu'on a observée sous l'impulsion de Trump, nous montre que même dans les démocraties consolidées, les vieilles démocraties, il n'y a pas d'acquis définitif. Ouais. Et de ce point de vue-là, je crois que le cas du Ghana, on peut constater qu'il y a une trajectoire, je dirais, qui montre un processus inexorable, qui montre un ancrage de la démocratie. Mais, comme vous l'avez souligné, les dernières élections, la violence qui a été observée lors des dernières élections montre qu'il faut véritablement, je dirais, être sur ses gardes pour veiller à ce que ces acquis-là ne soient pas bouleversés de façon fondamentale. La Trumpmania a décidément envoyé de mauvais signaux. Quelle observation faites, Joachim Vokouma, de l'évolution des processus démocratiques en cours en Afrique? Bon, comme il a dit, c'est un peu contrasté. Quand on regarde, on prend toutes les zones régionales de l'Afrique. Le nord, vous avez le Maroc qui a une monarchie constitutionnelle avec des élections qui se passent de façon régulière plus ou moins. La Tunisie avec leur révolution, on voit bien qu'il y a des élections, mais le processus démocratique a du mal aussi à s'ancrer parce que quand il y a des élections et que les forces qualifiées d'extrémistes ou d'islamistes font une percée, ça crée des blocages. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en Algérie au début des années 90, lorsque le FIS, le Front islamique du salut, était arrivé en tête dès le premier tour des élections,
qui ont été annulés et ça a enclenché une guerre. En Afrique de l'Est, bon, vous voyez des pays comme la Tanzanie où ça marche plus ou moins. En Afrique du Sud également, avec le leadership de l'Afrique du Sud. En Afrique de l'Ouest, il a cité le Ghana, le Sénégal qui avait déjà une tradition démocratique comparativement aux autres pays. Mais c'est vrai que le deuxième mandat du président Abdoulaye Wade avait donné quand même quelques inquiétudes en termes de liberté, de bonne gouvernance aux observateurs, aux démocrates. Mais là où c'est vraiment il y a eu un blocage où ça n'a même pas du tout bougé, c'est en Afrique centrale. C'est-à-dire, vous prenez l'Afrique centrale, je ne vois pas un pays où il y a eu une alternance. Voilà, tous ceux qui étaient là ont plus ou moins manœuvré d'une certaine manière. Voilà, la République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo. La Centrafrique, c'est un chaos. Bon, le Cameroun, bon, c'est l'immobilisme. Il est en place depuis 1982. Voilà, le Congo-Brazzaville, c'est une élection qui va avoir lieu le 21 mars. Le 21 mars, bon, il n'y a pas de suspense. Le Tchad, bon, le maréchal est là en place à vie, donc je ne vois pas comment on va le remplacer. Donc, c'est un peu contrasté. Mais en Afrique de l'Ouest, bon, c'est pas pour faire du chauvinisme, il y a quand même des éclaircies. Hein, il y a quand même des éclaircies. Oui. Quand vous prenez un pays comme le Burkina, où il n'y a jamais eu de parti unique dans notre pays. Il y a eu une tentative sous la Mizana, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas prospéré. Il n'y a jamais eu de parti unique. Donc, avec la compétition électorale qui est revenue au début, à partir de 92, voilà, au début de la décennie. Voilà, puisque 91, il y a eu le boycott de la présidence. 92, 91, 92, avec des élections qui se tiennent à intervalles réguliers, en respectant le calendrier électoral, plus ou moins. Donc, bon, on peut dire qu'il y a des petits pas, mais c'est toujours une quête permanente, c'est un combat permanent. Il n'y a rien qui est définitivement acquis. Et dans d'autres zones, il y a plus d'espoir que chez d'autres. Bon. Maintenant, la démocratie, n'est pas possible tant qu'il n'y a pas de démocrate. Donc, c'est aussi... La démocratie n'est pas possible tant qu'il n'y a pas de démocrate. Et dans la mesurette, eh bien, les deux derniers rapports de l'Economist Intelligence Unite, EIU, sur la démocratie dans le monde pointent un recul de la démocratie. Le rapport 2020 indique d'ailleurs que plus d'un tiers de la population mondiale vit sous un régime autoritaire et précise notamment que, je cite, les restrictions de liberté dues à la Covid-19, l'insécurité et les tensions électorales ont fait chuter l'indice mondial de la démocratie à 5,37. C'est le pire score jamais enregistré depuis 2006. C'est une situation qui impacte largement l'Afrique, où on a des pays qui ont été pris en compte grosso modo. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez du principe même de ces rapports-là? Il y a 50 pays africains qui ont été pris en compte dans le rapport, à part les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé et Principe. On a donc classé ces pays-là. Mais avant d'en venir au classement, cet exercice-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un exercice que font beaucoup d'instituts, beaucoup d'institutions dans le monde, comme par exemple l'Institut Videm, Variety of Democracy, qui est basé en Suède, qui va publier son rapport. Ça permet d'évaluer, je dirais, la démocratisation dans le monde, l'état de la démocratie, tout comme on le fait, par exemple, avec les Nations Unies, le plus notamment sur le développement humain. Et ça permet d'alerter sur les reculs, sur la détérioration de la démocratie, Et donc, il y a beaucoup de partenaires au développement, ceux qui interviennent, par exemple, en Afrique, qui regardent ces rapports-là. Exactement. Et c'est sur la base de ces rapports-là, des analyses qui sont produites dans le cadre de ces évaluations, que certaines décisions sont prises. Mais il se trouve que malheureusement, certaines données sont à questionner. Par exemple, celle que vous avez citée tout à l'heure, j'ai regardé le rapport, j'ai eu des débats avec certains occidentaux par rapport à cela, et j'ai trouvé qu'il y avait probablement des difficultés dans la collecte et l'analyse des données. Parce qu'on ne peut pas classer un pays comme le Burkina Faso actuel comme un régime autoritaire.
sur le plan scientifique, ça ne tient pas la route. Parce que même le régime Compaoré, où il y avait un certain nombre de restrictions de liberté, il a été qualifié de régime hybride ou démocratie semi-autoritaire. En tout cas, par les plus grands chercheurs qui se sont intéressés au régime politique burkinabé. Donc, moi, je fais l'hypothèse que c'est probablement des difficultés dans l'analyse ou la collecte, en tout cas des données. Parce que quand on parle d'autoritarisme, certes, en sciences politiques, quand on parle d'autoritarisme, il y a ce qu'on appelle un pluralisme limité. Autoritarisme ne signifie pas forcément parti unique, régime militaire. Il y a un pluralisme limité. Il y a un verrouillage du système qui empêche l'alternance, mais il y a quand même un certain nombre de libertés, une marge de manœuvre qui est accordée, je dirais, à la société civile. Voilà. Mais de là à classer le Burkina Faso comme un régime autoritaire, cela ne me semble pas correct, quoi. Mais malheureusement, c'est sur la base de ces rapports-là souvent que les pays africains, voilà, sont classés, et beaucoup de partenaires s'appuient sur ces rapports-là, voilà, pour classer les différents pays et définir leur mode d'intervention. Alors, une grille de lecture qui n'est pas endogène, donc qui vient d'ailleurs. Est-ce que cet exercice, pour utile qu'il soit, cet exercice-là, est-ce que ça ne pose tout de même pas quelques questions, comme vient de dire Abdoul Karim Saïd? Oui, c'est un regard de type impérialiste, hein, moi je le dis comme ça, avec des critères définis par eux, à partir desquels ils jugent des réalités qui ne ressemblent pas à leur réalité à eux. Hein, des contextes qui n'ont rien à voir avec leur contexte, une histoire qui n'a rien à voir, une sociologie, une culture qui n'a rien à voir, mais eux, ils calquent leurs critères sur des réalités qui échappent, qui ne rentrent pas dans leurs critères. Donc, oui, justement, comme vous parlez des critères, pour donner donc un aperçu de ces critères-là aux téléspectateurs, il y a 5 familles de critères qui sont considérées dans cette étude. Il y a le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Donc, c'est sur la base de ces critères que les pays sont classés en pleine démocratie, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Et il se trouve, en effet, qu'au titre de l'année 2020, 28 pays africains, dont le Burkina, sont considérés comme des régimes autoritaires. 14 ont un régime hybride, alors que 7 pays sont des démocraties imparfaites. Et évidemment, comme l'a posé tout à l'heure Abdoul Karim Saïdou, on se demande pourquoi le Burkina est passé de régime hybride en 2019 à régime autoritaire en 2020. Quand on regarde le classement, le Burkina est 26e, derrière l'Ouganda. Tout à fait. Rien que Burkina est passé de la 24e. Voilà. Rien que ça jette un discrédit total sur les auteurs de cette étude-là, sur leur démarche, sur leurs critères et sur la façon dont ils ont collecté les données et comment ils les ont analysées. Oui. Rien que cet exemple. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, un pays comme l'Ouganda, démocratiquement, en termes de liberté publique, en termes de... est un progrès démocratique par rapport à un pays comme le Burkina Faso. Ça veut dire que ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà. Donc, ça montre aussi les limites de ce type d'analyse. Malheureusement, comme il a dit, il y a des partenaires qui regardent ces études-là, qui se positionnent par rapport à ces études-là, qui apportent un soutien financier par rapport à ces études-là, mais qui sont en réalité biaisées. Donc, je ne sais pas, il y a quelques années, la Chine avait créé aussi son agence de notation pays, parce qu'elle était mal notée. Il faudrait aussi que les pays africains aussi créent aussi leurs critères de notation en tenant compte de la complexité de nos réalités, de notre histoire, de notre sociologie avec la démarche démocratique. Parce qu'après tout, la démocratie libérale est fondée d'abord sur l'individu. Il ne faut pas oublier ça. Oui, ce qu'il dit est d'autant plus intéressant que, par exemple, pour l'indice de développement humain du PNUD, il a fallu, à un moment donné, endogénéiser ces paramètres et mettre en place des groupes de réflexion nationaux pour travailler sur les différents critères afin d'avoir un indice qui corresponde un peu plus aux réalités nationales.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec les chercheurs, avec les politologues que vous êtes et toutes les personnes qui s'intéressent à la question politique africaine, de traiter ou de travailler à la promotion d'un indice qui soit propre à nos pays? Oui, je pense qu'il y a d'autres alternatives qui existent déjà. Vous avez par exemple le réseau Afrobaromètre, voilà, qui est représenté au Burkina par le Centre pour la gouvernance démocratique, voilà, qui depuis une dizaine d'années mène des enquêtes voilà, chaque 2 ans dans en tout cas beaucoup de pays africains. Et ça, c'est sur la base d'enquêtes de terrain voilà, qui sont réalisées voilà, avec l'appui de l'Institut national de la statistique. Vous avez également l'Institut Variety of Democracy que j'ai cité tantôt, qui a l'avantage de prendre en compte la diversité justement des formes de démocratie, qui prend en compte non seulement la démocratie dans sa forme libérale, mais aussi dans sa forme consensuelle, consociative, etc. Et qui donne la parole également aux experts. Donc qui ne se contentent pas en fait de collecter les données du terrain, mais qui croisent les points de vue des experts, des journalistes, des politistes, voilà, tous ceux qui observent la vie politique, mais également le point de vue des citoyens à la base. Donc, heureusement, il existe plusieurs instituts qui offrent, je dirais, des analyses. Voilà. Sinon, si on s'en tient, par exemple, à ce que vous avez cité tout à l'heure, effectivement, ça peut induire beaucoup en erreur. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le contexte africain. Parce que même le simple fait même de classer est toujours problématique. C'est ça. Parce que même la catégorie régime autoritaire, vous savez très bien que ce n'est pas une catégorie homogène. Voilà, si on remonte, en tout cas dans les travaux des auteurs en sociologie politique, c'est une catégorie qui est hétérogène. Il y a plusieurs types voilà, de régimes autoritaires. Certains auteurs parlaient même dans les années 60-70 d'autoritarisme mou, comme en Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, et d'autoritarisme dur ou rigide, par exemple au niveau de la Guinée de Sékou Touré, ou du Zaïre, par exemple, de Mobutu. Donc alors, ce type de classement, voilà, en fait, occulte cette diversité, cette complexité des régimes politiques. Ce n'est pas facile de faire des classements des régimes politiques. C'est un exercice extrêmement difficile, extrêmement complexe. C'est un exercice difficile, c'est un outil tout de même. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir qu'on a des efforts à faire et que même si on n'est pas d'accord avec ces classements, il y a certaines réalités qui les sous-tendent. Le Burkina, qui était classé 24e au plan africain avec une note de 4,04 et qui occupait le 112e rang mondial, passe donc en 2020 au 26e rang africain, 116e mondial avec une note de 3,73. Le Burkina fait toutefois mieux que le Niger, qui se retrouve dans ce classement au 31e rang africain avec la 125e place mondiale. Le Niger où, vous le savez, les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle ont été accueillis par de violentes contestations dans le camp du candidat Mahamadou Ousmane, déclaré donc battu. C'était pourtant l'une des élections les plus attendues du continent et l'on espérait qu'elle serait, comme l'avait promis le président Mahamadou Issoufou lui-même, sa plus belle réussite. Est-ce à dire, Joachim Vokouma, que l'exemple démocratique nigérien tombe un peu à l'eau? Bon, il ne faut pas être trop pessimiste. On va être optimiste. On va dire que les soubresauts auxquels nous avons assisté la semaine dernière vont se calmer et qu'ils vont trouver une solution consensuelle pour éviter que le pays ne retombe dans les travers du passé, un passé récent qui a fait de coups d'État, un éternel recommencement, parce que là, le pays avait quand même fait un chemin, et puis avec la décision du président Issoufou de ne pas se représenter, bon, c'est un peu gênant de célébrer quelqu'un qui respecte la loi. Je veux dire, mais sur le continent, c'est tellement rare que ça devient une exception. Ça montre l'état désespéré dans lequel se trouve notre continent. Et donc, avec sa volonté de passer la main à un civil comme lui et d'accompagner tout le processus démocratique jusqu'à la fin, on avait effectivement espéré que le pays allait tourner la page de ce passé violent. Bon, malheureusement, ça coince avec des résultats qui sont contestés. La victoire de Bazoum, qui est contestée par Mahamadou Ousmane. On ne sait pas très bien, Mahamadou Ousmane, qui revendique aussi, lui aussi, la victoire. Bon, il y a des institutions qui sont chargées d'organiser des élections. Bon, je crois que la CENI s'est prononcée.
il faut attendre que la Cour constitutionnelle s'exprime. Bon, le plus souvent, c'est que c'est rare, peut-être c'est arrivé au Kenya, que le Conseil constitutionnel invalide les résultats qui ont été... Mais c'est tellement rare sur notre continent que, bon, pour le Niger, bon, je suis tenté de croire que le Conseil constitutionnel va avaliser le résultat qui a été publié par la CENI. Est-ce que les acteurs vont se concerter avec des médiations possibles pour éviter que le pays ne tombe dans le chaos? Bon, en revisitant l'histoire récente du Niger, moi je suis un peu inquiet. Voilà, je suis un peu inquiet parce que c'est un peuple un peu... voilà, il y a beaucoup d'extrémistes sur les bords et qui ne sont pas toujours prêts à faire des consensus dès lors qu'ils ont la conviction qu'ils ils ont la vérité avec dès lors qu'ils ont la conviction, ça veut dire qu'ils ont peut-être cette conviction-là, mais est-ce que les chiffres leur donnent raison? Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi, Abdoul Karim Saïdou, par rapport à ce qui pourrait se produire suite aux résultats? On attend les résultats définitifs, bien entendu, mais est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet, de craindre le pire? Oui, je pense qu'on a des raisons d'être inquiet parce qu'en fait, on est dans un contexte de très forte polarisation politique, de très forte conflictualité. Et on est dans un contexte où les acteurs en compétition, en fait, ne vont pas hésiter à utiliser, je dirais, toutes les options. Toutes les options sont sur la table, voilà, y compris l'option militaire, l'option insurrectionnelle. Et comme il l'a dit, c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, particulier parce que on a un président qui a quand même respecté sa parole, qui a respecté la Constitution, qui a respecté la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et le tout dans un contexte régional favorable quand même au troisième mandat. Parce que si vous prenez le contexte actuel avec les chefs d'État influents au niveau de la CEDEAO, Ouattara, Alpha Condé, Macky Sall, qu'on voit venir, président Talon, etc. Donc c'est un contexte favorable. C'est-à-dire que s'il décidait de faire un troisième mandat, de modifier la Constitution ou d'adopter une nouvelle Constitution, il n'allait pas avoir de la résistance au niveau de la CEDEAO. Malgré tout, il a décidé quand même de respecter la Constitution. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Parce qu'il devait non seulement respecter la Constitution, en ne se présentant pas, mais également organiser des élections propres. Or, on a assisté à des élections qui ne sont pas ouvertes. C'est que malheureusement, il y a comme pas de cerise sur ce gâteau. Oui, parce que d'abord, on a exclu Ama Amadou, qui est le principal concurrent en fait, du PNDS Tarea, c'est le principal concurrent qu'on a écarté. Et donc, Maman Ousmane, c'est un peu comme ce qu'on voit... Est-ce qu'on l'a écarté délibérément ou c'est du fait des conditions de la loi, comme on l'a dit? Oui, mais c'est purement politique, en fait. C'est-à-dire que même Bazoum Mohamed, si on voulait l'écarter, on pouvait l'écarter. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte d'instrumentalisation du droit. Si on voulait, par exemple, que Ama Amadou soit candidat, il suffisait de modifier la loi électorale. Or, ça a été taillé justement de telle sorte qu'il puisse être exclu de ce processus. Et comme je l'ai dit, il y a des raisons de s'inquiéter dans la mesure où toutes les options sont sur la table. Pourquoi voulez-vous qu'on donne aux autres le bâton qui va servir à se frapper? Oui, on peut dire que dans le jeu... On peut vous rétorquer que c'est de bonne guerre et qu'il avait des problèmes avec la loi et qu'on s'est servi de ces problèmes avec la loi pour déclarer son inéligibilité. Non, il n'avait pas de problème avec la loi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la loi, mais qui ne sont pas inquiétés par la justice. Il avait des problèmes politiques avec le PNDS, avec Mamadou Issoufou, parce que c'est depuis la rupture, lorsqu'il a quitté la coalition, que ses ennuis judiciaires ont commencé, un peu comme ceux qu'on voit dans la plupart des pays africains, comme ceux qu'on voit actuellement au Sénégal. On va certainement en parler. Mais quand je dis que toutes les options sont sur la table, c'est parce que si vous regardez ce qui s'est passé au Mali, le coup d'État, l'intervention militaire et l'attitude très molle de la CEDEAO, on est dans un contexte aussi où les gens peuvent tenter des interventions militaires. Dans la mesure où aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Lorsqu'on fait un coup d'État, il suffit de sortir une feuille de route, transition de 12 mois, président civil, etc. On connaît en fait la feuille de route que la CEDEAO, les acteurs internationaux vont proposer. Donc c'est un contexte aussi dans lequel il faut craindre une intervention militaire. Parce que quand les règles du jeu sont verrouillées... Ça fait un recul terrible. Oui, quand les règles du jeu sont verrouillées, malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire que les acteurs n'auront d'autre choix que d'utiliser des mécanismes extra-constitutionnels. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas déboulonner aujourd'hui le RHDP par les urnes.
C'est ça la caractéristique en fait des régimes autoritaires ou des régimes hybrides. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'alternance par les urnes. Si vous voulez avoir une alternance, vous êtes obligé d'utiliser des mécanismes extra-constitutionnels. C'est ça la difficulté. Et c'est un gros dilemme pour les opposants africains. Parce que quand vous êtes opposant dans un pays comme l'Ouganda, dans un pays comme le Togo, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez un dilemme. Soit vous vous inscrivez dans le cadre de la légalité qui est problématique parce que vous n'avez même pas une véritable séparation de pouvoir, soit vous vous inscrivez dans une posture insurrectionnelle et vous allez apparaître justement comme quelqu'un qui n'est pas un démocrate. Donc c'est un vrai dilemme la pour les démocratie a encore africains. du mourant à se faire hein, sur le continent et les opposants donc, ont sans doute raison de courir tous vers la majorité. Mais un président démocratiquement élu qui cède la place à un autre, sorti des urnes, dans la paix, la quiétude, est-ce trop demandé pour l'Afrique? Non. Non, puisque ailleurs ça se passe. Donc il n'y a pas de raison que sur notre continent ça ne se passe pas. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Oui, bon, voilà, il faut, ça c'est toute la question qui nous est posée depuis des décennies. On cherche, mais je disais au début qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Mais la tâche est un peu compliquée parce que, si vous voulez, les gens prennent la politique comme... comment dire, c'est le lieu de captation des ressources. Une fois qu'on a transformé la politique en moyen de captation des ressources, ça devient autre chose. C'est-à-dire, ce n'est plus le service du peuple, ce n'est plus l'investissement de soi, l'investissement collectif au profit de la collectivité, mais le moyen de faire main basse sur les ressources du pays, pour diriger le pays, capter les ressources pour soi et puis pour son entourage. Et une fois, quand on regarde tous ces pays-là, où l'alternance a du mal à se produire, où effectivement, comme il dit, il faut toujours passer par une phase illégale pour provoquer une alternance. Bon, c'est cette gouvernance-là qui produit ce type de comportement. On a connu ça ici, au Burkina. Mais on pensait que cette époque est révolue tout de même. On l'avait pensé. Oui. On l'avait pensé. Naïvement peut-être, on avait trop pensé que y a une nouvelle génération qui allait assumer le leadership de la démocratie, de la liberté, du développement économique et social. Mais on s'est trompé à l'expérience. Parce que cette génération qu'on a attendue est rentrée dans le système aussi également. Hein. Elle s'est appropriée le système et a commencé à continuer à faire fonctionner le système. De quoi donner raison finalement à ceux qui disent que la démocratie, ce n'est que cosmétique, c'est un luxe pour l'Afrique, il ne faut pas donc s'inscrire là-dedans. Faut-il pour autant rejeter les principes démocratiques parce que ça ne fonctionne pas? Abdoul Karim Saïd. Non, je pense que quand on regarde les données des sondages, par exemple, qui sont réalisés par le réseau Afrobaromètre, ces sondages-là montrent que les Africains, dans leur écrasante majorité, sont attachés à la démocratie. Mais ces sondages-là montrent également que les Africains, en général, en particulier quand on prend le cas du Burkina, sont également insatisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne. Et donc, de ce point de vue, parce que c'est un des critères, un des indicateurs de la consolidation démocratique, l'adhésion à la démocratie, le fait de considérer que la démocratie est un régime sans alternative. On préfère la démocratie, par exemple, à un régime militaire, à un parti unique, à un régime autoritaire ou totalitaire, etc. Mais quand on regarde l'offre politique, la classe politique, les élites politiques ne sont pas aujourd'hui, je dirais, à mesure de satisfaire cette quête de démocratie. Donc, un des facteurs qui fait avancer la démocratisation, ce n'est pas véritablement l'adhésion à la démocratie comme valeur, comme projet, mais ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force. Et ça qui est intéressant dans le cas du Niger, parce que vous avez une véritable compétition. Vous avez une véritable compétition comparativement, contrairement à ce qu'on voit dans certains pays. D'autant que d'ailleurs au Niger, oui, il y a une véritable compétition, malgré l'exil, malgré la prison, quelqu'un comme Amma Amadou qui est capable de mobiliser des citoyens, voilà, de faire face à la machine du parti au pouvoir. Et dans tous les scrutins que nous avons connus, c'est au Niger qu'on a eu un second tour. Oui, sur l'élection présidentielle. La dernière présidentielle, par exemple, Amma Amadou était en prison. Mais il a mis le président en ballottage au second tour. Voilà, donc c'est ce caractère compétitif, cet équilibre sur le terrain qui permet d'obtenir un certain nombre d'avancées. Sinon, ce n'est pas parce que forcément les acteurs adhèrent au projet démocratique, mais c'est parce que parfois ils n'ont pas le choix que d'aller dans le sens d'un compromis, dans le sens du respect des règles du jeu démocratique. Alors, quand on regarde bien, on a le sentiment que ce qui pose vraiment problème, surtout à nos chefs d'État, c'est cette affaire de
limitation des mandats. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi des problèmes relatifs à la gestion des processus électoraux. Donc, comment on fait pour corriger ces deux pôles? Bon, sur la limitation des mandats, le plus souvent, c'est de façon consensuelle que c'est acté dans la Constitution. Oui. Quand on prend le cas du Burkina, depuis les débats qui ont préparatoires à l'adoption de la Constitution de 91, dans les débats, le principe de la limitation du mandat était déjà là-bas. Tout à fait. C'était adopté de façon consensuelle. Et même quand il y a eu la réforme constitutionnelle, c'est après la réforme constitutionnelle de 97 que ça a été levé. Mais quand vous regardez un peu partout, il y a toujours le principe de la limitation. Donc le principe est acté, tout le monde accepte ça. Tout le monde accepte et acté. Quand ils arrivent au pouvoir, voilà, ils font des pieds et des mains pour changer ce principe. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai dit. Oui. Soit eux-mêmes, ils sont pas convaincus que c'est une bonne chose de passer la main parce que ou ils se prennent pour l'alpha et l'oméga du pays. Et seul pays. Bon, or, dans un pays, vous ne pouvez pas imaginer que vous seul êtes capable de conduire le pays vers le bonheur. Ce n'est pas possible. C'est un manque de respect vis-à-vis de vos compatriotes. C'est de la suffisance et ça crée des frustrations et le plus souvent, ça donne lieu à des mouvements violents. Est-ce que, comme quelqu'un avait dit, c'est parce que c'est en Afrique que c'est comme ça? Bon, il faudrait que nous travaillions à démontrer le contraire. Et je pense que c'est possible, puisque si c'était une question de type essentialiste, c'est-à-dire que si c'était l'Africain qui était essentiellement incapable ou indisposé ontologiquement à adopter les valeurs démocratiques, sur tout le continent, nous aurait assisté à la même chose. Bon, quand vous prenez comme un pays comme l'Afrique du Sud, où un président qui a fait 27 ans de prison, qui est sorti, qui a fait un mandat, qui aurait pu mourir au pouvoir, personne n'allait lever le doigt pour dire quoi que ce soit. Il a fait un mandat et il a laissé la place. Bon, mais tout le monde est allé rendre hommage à Nelson Mandela, voilà, oui. Mais personne ne veut suivre son exemple. C'est pour dire que c'est possible, oui. C'est pour dire que c'est possible sur le continent africain, contrairement à ce que certains veulent penser que voilà, la démocratie n'est pas une valeur africaine. Voilà. Oui, c'est donc une valeur et il faut qu'on cultive cette valeur-là. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on assiste à une sortie d'élection difficile pour le Niger, qui nous avait tellement fait espérer, rêver même. Mais les débuts d'élections sont plutôt difficiles pour plusieurs pays sur le continent, où l'agenda compte une bonne dizaine de scrutins cette année 2021. Congo, Djibouti, Bénin, Tchad, Soudan du Sud, Zambie, Cap-Vert, Somaliland même, Gambie. Le las de ces rendez-vous avec les urnes avait déjà été donné le 14 janvier dernier par l'Ouganda, avec un scrutin sanctionné par des contestations et des violences. Je vous propose juste de nous arrêter un tout petit peu sur l'élection présidentielle du Bénin prévue pour le 11 avril prochain. Abdoul Karim Saïdou, vous connaissez très bien le Bénin, vous savez comment les choses se sont passées là-bas. Est-ce, selon vous, une élection à haut risque que le Bénin s'apprête à organiser le 11 avril? À mon avis, oui. Quand on regarde comment le scrutin est organisé, avec également, comme dans le cas du Niger, un système de verrouillage, c'est-à-dire où c'est le président sortant qui choisit ses candidats. Oui. C'est ça le paradoxe. C'est lui qui choisit avec qui il va être en compétition. Et donc, on n'est pas véritablement dans un processus ouvert, dans un processus inclusif, où on respecte les règles du jeu. Et il y a aussi une dimension morale dans la candidature de Talon, parce qu'il avait annoncé qu'il allait faire un seul mandat. C'est vrai que ce n'est pas une contrainte juridique, mais sur le plan moral aussi, certains acteurs attirent l'attention sur le fait que la parole présidentielle, la parole d'un homme d'État doit être quelque chose de sacré. Surtout que c'était le jour où il a prêté serment, voilà, qu'il a fait campagne parce que le verrouillage, on l'a vu, a consisté en fait à lier les élections locales aux élections présidentielles avec le parrainage. Oui. Et déjà l'exclusion de l'opposition au niveau du Parlement, le verrouillage qui a été mis en place pour filtrer les partis politiques avec sa réforme, qui a été quand même une réforme extrêmement importante qui était attendue des Béninois, parce que les Béninois se plaignaient, je dirais, de la pléthore des partis politiques. Ça a été une réforme assez importante, mais cette réforme aujourd'hui instrumentalisée au service du président Talon. Donc on assiste à un véritable recul
je dirais, de la démocratie, même si sur d'autres chantiers, notamment sur les chantiers de la gouvernance, des services publics, il y a un certain nombre d'avancées qu'on a observées. Rien que si vous prenez le respect des mesures barrières contre le Covid, vous verrez que le Bénin est un exemple par rapport comparativement à d'autres pays comme le Burkina Faso. Comparativement à d'autres pays, vous l'avez souligné, bien entendu, les contradictions qui affleurent aujourd'hui. Hein, sont... Oui, et ce qui est intéressant pour le cas du Bénin, en fait, ça soulève cette problématique de l'articulation entre la démocratie et le développement. C'est le même débat qui se pose lorsqu'on prend le cas du Rwanda, par exemple. La question se pose de savoir, est-ce que véritablement, pour engranger des changements sur le plan économique, sur le plan du développement, est-ce qu'il faut aller véritablement vers des postures beaucoup plus autoritaires? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une situation assez contrastée. Hein. On voit beaucoup d'efforts, même des opposants vous disent que bon, il y a eu beaucoup d'efforts dans la gouvernance, la lutte contre la corruption, mais il y a une restriction des libertés. Donc, est-ce que ça pose la problématique en fait, de la compatibilité de la démocratie avec le développement? Alors, la démocratie dans la pagaille, entre guillemets, ou la dictature dans l'ordre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut choisir finalement? Comment on ne peut pas faire en sorte de concilier les deux? C'est possible. Je pense qu'on peut concilier les deux, puisqu'il y a des pays qui y parviennent, avec des gens normaux comme nous, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. Mais ce qui est troublant, c'est Talon, c'est qu'il est en train de faire subir aux autres ce que lui-même a subi. Il y a quelque chose de freudien dans son comportement là, qui consiste à reproduire la même souffrance pour ses opposants que les souffrances que lui il a subies quand il voulait. Moi, je l'avais vu rencontrer à Paris quand il était en exil là-bas, et il racontait un peu les misères qu'on lui faisait subir. Qu'on lui faisait subir, et tout jusqu'à ce que, par des interventions du président Abdou Diouf, et il puisse, voilà, il rentre et qu'il ait la possibilité de se présenter, alors qu'il y avait tous les moyens, il y avait tous les moyens possibles, juridiques, pour bloquer sa candidature et le mettre même en prison. Quand vous prenez l'histoire du coton, de ce qui s'est passé. Donc, il y avait tous les moyens. Pourtant, il a eu la liberté de poser sa candidature, de battre campagne, de faire des alliances au deuxième tour, et pour gagner. Et là, je pense qu'il a été pris dans son propre piège en annonçant qu'il allait faire un seul mandat. Bon, personne ne l'a contraint, c'est lui qui l'a dit de façon libre. De façon libre et responsable. Et voir aujourd'hui qu'il est en train de verrouiller tout le système, d'écarter les potentiels candidats sérieux qui peuvent le mettre en ballottage, voire le battre. Bon, ça remet aussi en cause, par ailleurs, le bilan en termes de gouvernance, en termes de progrès économique et social, les résultats qu'il a obtenus. C'est assez dommage pour lui. Oui, Abdoul Karim Saïdou l'a souligné tout à l'heure, hein, tout est parti de cette fameuse réforme du système partisan qui a été engagée depuis quelques années. Le pays a eu le mérite cette réforme a eu le mérite de réduire drastiquement le nombre des partis politiques, ce qui en soi est une bonne chose. Certains pays cherchent à le faire, mais n'y arrivent pas. Il y en a même qui disent touche pas au multipartisme intégral. On peut avoir 1000 partis, c'est pas le problème. Est-ce que finalement cette réforme c'est un bien pour un mal? Bon, je pense que c'est un peu ambivalent parce que d'une part, il y avait, comme je le disais tout à l'heure, cette volonté quand même d'assainir la vie politique, parce que bon, on estimait que la multiplication des partis politiques n'était pas forcément le signe d'une vitalité démocratique. Mais d'autre part, on observe que le président Talon instrumentalise la réforme. Et c'est ça qui pose problème en fait. C'est-à-dire que oui, à la réduction du nombre des partis politiques, mais si cette réduction du nombre des partis politiques devient un instrument justement pour mettre en place une entreprise de domination hégémonique, là, je crois qu'on est en contradiction avec les attentes qui ont été exprimées par les Béninois. Et dans tous les cas, le système de partis dans un pays ne dépend pas que des variables juridiques, il dépend aussi des variables sociologiques.
Et donc, autant on peut se féliciter d'avoir un nombre réduit de partis politiques, autant on peut aussi regretter, je dirais, cette restriction de la liberté politique. Oui. Même le débat qui a été lancé récemment par le président de l'Assemblée nationale au Burkina Faso, bon, on peut faire le débat sur la nécessité ou non de prendre des mesures drastiques pour réduire le nombre de partis politiques, mais le dynamisme, le pluralisme de la vie politique ne dépend pas que des variables, je dirais, des instruments réglementaires. Voilà. Tant qu'il y a parce que les partis politiques sont quelque part le reflet des contradictions qui traversent une société. Oui. Donc, même s'il y a certains partis qui vont disparaître, ben, les leaders de ces partis-là vont réapparaître, vont rester sur la scène publique à travers des associations. Voilà, ils vont continuer à animer le débat politique. Et d'ailleurs, je souligne que certains pays, dans certains pays comme le Ghana, beaucoup se plaignent également je dirais, du déficit d'offres politiques, de la dictature, entre guillemets, des deux grands partis. Voilà. Et j'ai eu des chercheurs ghanéens qui disent qu'ils se plaignent de cette dictature-là, de la domination du système par les deux partis. Et parce qu'il y a d'autres variables avec lesquelles il faut compter, même quand vous prenez le cas du Burkina. C'est-à-dire que la force d'un parti ne réside pas uniquement dans sa capacité de mobilisation, qui, on le sait, est liée à sa capacité de redistribution financière. Vous avez des partis qui participent beaucoup de l'animation de la vie politique à travers des débats, à travers des idées qu'ils émettent, mais qui sont faibles sur le plan électoral. Donc leur disparition aussi pourrait être quelque chose de dommageable pour la qualité du débat public. Oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement au Bénin, la démocratie semble être complètement vidée de son sens et de ses principes. Tous les leviers du pouvoir sont entre les mains d'un seul camp, sans que l'on ne perçoive véritablement la possibilité pour l'opposition ou ce que l'on peut considérer comme tel de jouer ses cartes avec des chances de réussite. Donc, et au surplus, on assiste à des arrestations de responsables de l'opposition. La situation risque de dégénérer. Oui, moi j'ai toujours pensé que à chaque fois qu'on a essayé de brimer un peuple, de restreindre au maximum ses libertés, il la retrouve quelque part, hein, il la récupère quelque part. Et pour le cas du Bénin, moi je ne suis pas trop inquiet. Je ne suis pas trop inquiet parce que la société civile est là. Vous avez même vu que l'Église catholique même donne de la voix. Et je ne suis pas sûr que même s'il mène sa manœuvre jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à ce que voilà, on proclame sa victoire, il puisse voilà, gouverner de façon tranquille, sans céder, hein, sans revenir sur un certain nombre de décisions qu'il a prises dans l'optique justement de verrouiller le système pour se faire élire. Est-ce que vous considérez la modification intervenue au niveau de la Constitution pour mettre en place un poste de vice-président et que maintenant l'élection se joue avec des duos comme justement l'une des mesures pour verrouiller le système et pour donc arriver à ses fins? Bon, vous savez, on a vu en Côte d'Ivoire, dans le texte, il y avait aussi un vice-président, mais ils ont fait une campagne sans vice-président. Et jusque-là, on n'en a pas nommé. On n'en a pas nommé. Voilà, donc, vous voyez, on manipule les textes, on instrumentalise les textes. Bon, c'est peut-être de la communication politique vis-à-vis de l'extérieur, mais est-ce que pour les Béninois, qu'est-ce que ça change d'avoir un président? Parce qu'en réalité, c'est ça. Le contexte africain. Vous voyez, quand ça ne va pas, on n'incrimine pas le Premier ministre, on n'incrimine pas le vice-président, on incrimine le président. Oui. Voilà, c'est le président qu'on incrimine parce que c'est lui le chef. Ça, je pense que c'est un élément central qu'il faut que nous essayions autour duquel nous essayons de réfléchir pour construire la démocratie africaine. Parce que le Premier ministre, vice-président, ça n'a pas trop de pertinence dans l'opinion, dans la sociologie politique, dans la culture. Un chef, c'est un chef. En tout cas, chez un certain nombre de composantes dans notre pays, un chef, c'est un chef. Et quand le chef a réussi, c'est lui qui a réussi. S'il a échoué, c'est lui qui a échoué. On ne peut pas... voilà. Alors, quand on est sur deux têtes, bon... On ne sait plus. Finalement, en Côte d'Ivoire, l'exécutif repose sur 4 pieds finalement. Ouais, il y a le président, le vice-président, le premier ministre et puis le président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a
Il y a un président du Sénat aussi. président Ils du sont Sénat, tous... tout le monde est un peu malade, Oui. la tête de l'exécutif. Alors, comment on gère cette situation? Non, Mais il n'y a que lui qui est là. C'est le président qui le gère le chef, pays. c'est Voilà. qu'il y a un seul chef, même s'il y a plusieurs têtes à la... Alors, mais très rapidement, par rapport à ce que je viens de dire, Joachim Vaucouin, un vice-président, c'est utile à quoi, finalement, dans nos pays? Abdul Karim Saïdou. Donc, comme il a dit, on n'a pas du tout, à part des pays comme le Nigeria, hein, ça veut dire qu'il y a un vice-président. Ça répond, par exemple, pour le cas du Nigeria, à une autre logique, hein, c'est l'équilibre nord-sud. Ce qu'ils appellent rotational presidency, la logique nord-sud. Voilà. Donc, ça répond à cela. Et même l'idée d'avoir un président élu au suffrage universel direct au Nigeria, ça a commencé avec les élections de Shehu Shagari en 1979. Oui, l'idée, c'était que l'institution présidentielle soit en fait le symbole de l'unité nationale. Parce qu'avec le régime parlementaire, on peut rester chez soi et devenir chef de l'exécutif. C'est le cas sous la Première République au Nigeria, avec Tafawa Balewa. Donc, l'institution présidentielle n'a pas les mêmes fonctions selon la sociologie politique des différents pays. Au Nigeria, ça a été en tout cas cette fonction d'intégration nationale. Sinon, chez nous, quand on parle de poste de vice-président dans des pays comme la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que bon, il y a un seul chef. Il y a un seul chef. Et puis, les chefs d'État qui ont utilisé les premiers ministres comme des fusibles. Lorsqu'il y a une crise, on va éjecter le Premier ministre. On a vu que ça n'a pas marché. Ça n'a pas été concluant au Mali. Je ne sais pas combien de Premier ministre Ibeka a eu, ça n'a pas marché. 7, voilà. C'est pas 5 ou... Voilà. Ou si Premier ministre... Quand le chef n'est pas capable de remplir sa mission, ce n'est pas la multiplication des premiers ministres qui va résoudre le problème de fond. En tout cas, hein, le Bénin continue de dérouler son programme. La Commission électorale nationale autonome continue donc de dérouler tranquillement le chronogramme de cette élection qui mettra donc aux prises le 11 avril prochain 3 duos. Le duo Patrice Talon avec Mariam Chabi Talata, le duo Corentin Kokwe et Irénée Agossa, et le duo Alassane Soumanou et Paul Humpé. Donc, président et vice-président, on verra quel duo l'emportera et qu'est-ce que cela changera finalement dans la gestion quotidienne de la vie politique, socio-politique au Bénin. Et que vous inspire aussi finalement, toujours dans le cadre des élections qui ont lieu bientôt sur le continent, que vous inspire la chaude situation socio-politique et préélectorale au Tchad, là où justement la prochaine élection présidentielle est prévue également le 11 avril 2021, le même jour que le scrutin au Bénin. Oui, bon, Joachim Vaucouin. Je veux dire, ce sont des pays qui, je l'avais déjà dit ailleurs, ce sont des pays qui nous permettent à nous autres là de faire des prévisions qui se confirment. Sur le Tchad, oui, voilà. Il n'y a pas de suspense. Kebzalo a retiré sa candidature parce que bon, c'était pas la peine d'accompagner le président. Bon, et les maréchals. Il a aussi peut-être peur pour sa vie, non? Oui, peut-être, oui. Parce que ça, dans le passé, il a eu un peu des sueurs froides. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce qui va se passer au Tchad? Démocratiquement, pas grand-chose. Il y aura un scrutin qui va être organisé et puis des gens qui vont aller voter. On va proclamer début vainqueur. Bon, on ne connaît pas le chiffre, mais il sera vainqueur. Dès le premier tour, il va rebeloter et puis bon, la vie va continuer son cours. Bon, démocratiquement, il n'y a pas de plus-value à attendre. Maintenant, le rôle aussi qu'il joue dans la lutte contre le terrorisme, peut-être aussi, c'est souvent aussi ce qui est regardé par les partenaires internationaux. Oui. Ce qui les intéresse en réalité, ce n'est pas la démocratie dans nos pays. Si vous regardez bien, rappelez-vous, dans le débat qui a précédé l'insurrection populaire sur la modification de l'article 37, il y a eu... Là, c'est au Burkina. Au Burkina, François Compaoré avait accordé une interview à Jeune Afrique et il disait que des Occidentaux étaient venus le voir pour s'inquiéter de ce que pourrait devenir le Burkina si Blaise Compaoré n'était plus président, en termes de sécurité. C'est ça. Oui. Donc, nous, le peuple burkinabé se débattait, contestait la modification de l'article 37 parce qu'il voulait l'alternance, mais les partenaires, ce n'était pas ça leur souci. Les partenaires voulaient qu'ils se maintiennent au pouvoir. Voilà, parce que ça et donc tout ça, ça influence les décisions. Ah oui, évidemment. Mais Idriss Déby a dit la même chose. À un moment donné, il a dit clairement qu'il voulait partir et tout, qu'il a raté sa jeunesse.
et que finalement c'est la France. Non, mais c'est ce qu'il a dit, je répète ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et que finalement c'est la France qui lui a demandé non, il faut qu'il reste. Et donc il est là, il est là au service. Il a payé de sa personne pour rendre service. Il a créé son entreprise de domination et on sait que de tout temps, au Tchad, la conquête du pouvoir s'est toujours faite par les armes. Donc on est dans une logique véritablement guerrière. Voilà, donc il y a des habitudes guerrières qui sont toujours vivaces. Et de ce point de vue-là, voilà, il n'est pas envisageable qu'il y ait une alternance par la voie des urnes. Et cela montre en fait que la trajectoire politique des pays africains est quand même, je dirais, différente de ce qu'on a observé en Europe. Où par exemple beaucoup de politistes ont montré que l'organisation répétée des élections induisait une logique de pacification des rapports sociaux. Parce qu'on l'oublie très souvent. En fait, les élections, c'est un mécanisme de pacification des rapports sociaux. C'est-à-dire qui permettent d'extirper la violence du champ politique. Et c'est le paradoxe qu'on observe dans les pays africains, où les élections sécrètent plutôt de la conflictualité. Et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs s'interrogent sur certaines thèses qui ont été élaborées dans le cadre de la troisième vague de démocratisation, où on parlait de transition démocratique, de transitologie comme un processus qui conduit inexorablement à la stabilisation, à la consolidation démocratique. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui remettent en cause ce paradigme-là, qui montrent en fait que l'Afrique est en train de créer sa propre voie. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, l'Afrique n'est pas en train d'aller dans le sens d'une occidentalisation. Voilà. Et donc, je crois que ces situations-là nous interpellent sur les spécificités, l'originalité des trajectoires politiques africaines. Sur l'originalité, les spécificités africaines, et là on a un instantané, tac, au Tchad, Idriss Déby Itno s'est fait bombarder récemment. Maréchal, il vient de passer 30 de ses 68 années de vie au pouvoir, réélu à 5 reprises à la tête du pays. Il attend d'être reconduit à son poste à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Tout comme Denis Sassou Nguesso, TAC, de la République du Congo, 77 ans, qui cumule 36 ans au pouvoir et qui est candidat à sa propre succession dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Alors, on attend de voir ce que ça va donner et on sait qu'il y aura des difficultés au niveau du Bénin, au niveau du Congo, il y a quelques velléités aussi. Au Tchad, les violences ont commencé. On reste dans le cadre des élections, mais cette fois-ci, des élections législatives pour terminer cette émission. Juste un mot sur ces élections législatives qui ont lieu en Côte d'Ivoire. C'est ce 6 mars déjà. Et pour une fois, depuis la crise post-électorale de 2010-2011, eh tout le monde est sur la piste. Et même les babos ou rien. C'est un bon point pour la réconciliation. Joachim, oui, mais je vais dire un petit mot sur le Congo. Oui, rapide, oui, tout à fait. Congo-Brazzaville. Moi, j'étais là-bas en 2009. Oui. Et Sassou Nguesso était candidat et il avait écrit un livre. Il avait écrit un livre dans lequel il disait que voilà, c'était son dernier mandat. Oui, dans un livre. Oui, bien sûr. Absolument. Gnassingbé Eyadema, le père de Fort, Eyadema l'a promis la main sur le cœur à Jacques Chirac, je crois. Voilà. Lui aussi, et puis ils sont nombreux à l'avoir promis, et à avoir juré, tout ce que vous voulez, prêter serment. Mais après... Voilà, donc il est encore là, et ce qui s'est passé à l'élection précédente, c'est que, voilà, c'est toujours l'argument de la force qui provoque, parce que, vous voyez, le général Mokoko, qui était son candidat, son adversaire, son challenger sérieux, vous avez vu comment elle a été malmenée, il n'a pas pu faire sa campagne jusqu'au bout, il a été arrêté, mis en prison. Malgré tout ça, les élections ont eu lieu et Internet a été coupé pour pouvoir comptabiliser les résultats et puis proclamer la victoire. Pour pouvoir décider du résultat. Voilà, avant de rétablir Internet. Bon, donc, je suis un peu ce qui se passe parce que bon, c'est un pays quand même que j'aime personnellement, mais démocratiquement, c'est un peu comme le Tchad. Il n'y a pas d'alternance possible. Oui. Et ce qui m'inquiète, c'est l'après Sassou, parce que le pays est divisé. C'est-à-dire il y a le nord, et puis vous avez le sud. Et moi, je suis allé là-bas plusieurs fois. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens de sa région qui craignent pour leur avenir. Si Sassou n'est pas là, qu'est-ce qu'on va devenir?
Donc, il y a comme une sorte de... Il y a beaucoup de chefs d'État comme ça, on dit, mais qu'est-ce qu'on sera après lui? Après lui, ça sera le chaos. Donc, ce qui fait qu'il surfe aussi sur cette vague-là. Voilà, donc je leur ai dit, mais dites-lui d'ouvrir le débat, d'ouvrir la compétition démocratique pour pacifier les relations entre les Congolais, de façon à ce que le jour ne sera pas là, que les individus soient jugés pour ce qu'ils ont fait, et non pas parce qu'ils sont Boshi ou Lari. Et là, c'est tout le débat qui se pose au Congo. Malheureusement, je crois que l'opposition demande une conférence, une table ronde, quelque chose comme un dialogue national. Encore. Oui, alors, très rapidement, parce que là, on a plus de temps. 30 secondes sur le Congo. Est-ce qu'un bon point pour la réconciliation, c'est législative ou finalement... La Côte d'Ivoire plutôt. Oui, je parle de la Côte d'Ivoire, en effet. Oui, bon, en tout cas, comme les principales forces semblent prêtes à y aller, bon, en tout cas, si tout se passe bien, c'est surtout les résultats qui vont me permettre de voir si le pays va se stabiliser ou pas. Abdoul Karim Saïdou, c'est un bon point pour la réconciliation et cette annonce de Gbagbo qui revient, vous y croyez, ça va se passer et il va véritablement jouer la carte de la réconciliation? Oui, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que l'opposition a échoué dans sa stratégie de confrontation. Voilà, l'opposition est dans une logique de dialogue. L'opposition s'accommode du système finalement. Donc cela montre aussi la capacité des acteurs politiques ivoiriens à réunir le dialogue, voilà, à rompre avec cette logique de conflictualité. Et espérons que ça se passe bien afin qu'on sorte de ces violences qui ne nous honorent pas. Et nous avons besoin d'une Afrique unie, solidaire et qui relève ces défis. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope. C'était le numéro 126 qui recevait pour vous Abdoul Karim Saïdou, politologue, enseignant à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Merci pour vos éclairages. Merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Joachim Vaupouma, journaliste et directeur de publication de Casseto.net. Merci pour vos éclairages. La réalisation de ce numéro porte la griffe de Philippe Barrault, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique du jour. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission. Prenons soin les uns des autres et respectons les mesures barrières contre le coronavirus, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.